Merci, bonjour à tous. Alors, je me présente, Serge Tentané, président de l'Interprofession des vins de France. Je suis viticulteur en Gascogne et je suis responsable d'un groupe coopératif qui est le groupe Vivadour. Voilà, et c'est à ce titre-là que je me retrouve à avoir des responsabilités nationales. Au fil de l'eau, vous aurez la présentation, mon vice-président, les personnes de l'IFV, les exploitants qui travaillent autour des vignobles innovants, et comme ça, ils se présenteront au fil de l'eau. Donc, on va vous donner quelques informations de l'avancée, en fait, des clés des vignobles innovants, où c'est qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est un projet qui a démarré avec plein d'ambition, et en fait, il a démarré en 2016, tout simplement. Il y avait des techniques de conduite de vignobles qui se mettaient en place de ci et de là. Et derrière, en fait, on a demandé en fait à deux ingénieurs, principalement, de dire, écoutez, est-ce qu'on peut écrire le processus de ces techniques, nouvelles techniques, voire éventuellement de pouvoir concaténer tout un tas de techniques qui se feraient en viticulture pour faire un vignoble à la fois innovant, résilient et qui puisse répondre à quelques clés que vous allez voir tout à l'heure. Donc, on a écrit un livre, et quand ce livre a été écrit, dans lequel toutes les recettes y sont dedans, sauf que c'est toujours pareil, c'est un livre, la question s'est posée, et notamment avec pas mal de producteurs, de dire, oui, c'est bien, on le met dans un livre, c'est de la théorie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la pratique pour être sûr que derrière, c'est quelque chose qui fonctionne? Et donc, du coup, on a fait un appel à candidature avec le projet de pouvoir se dire, on va positionner deux vignobles, voire deux vignobles, en fait, aujourd'hui, en imaginant qu'on a une unité culturelle, alors qu'on avait mis à 30 hectares globalement. Et c'est comme ça qu'on a deux opérateurs qui se sont proposés de pouvoir faire ces plantations en 2018 avec le site d'Ouveillan, et on en parlera, et en 2019 avec le site de Bram. Voilà, et donc du coup, on a mis en place ces plantations, et tout ça a été encadré avec l'IFV. Tout simplement pourquoi? C'est que toutes les étapes, dès le départ, en fait, on voulait qu'elles soient consignées et qu'elles puissent être mises à disposition de tous les viticulteurs de France. De manière à ce que derrière, en fait, si on constatait des erreurs, on puisse les relever et faire en sorte de la corriger. Et si on constatait des choses qui étaient correctes, c'était de pouvoir les quantifier et les dérouler. Et tout ça en travaillant, y compris avec tout ce que vous allez voir, les bilans carbone, la vie des sols, les produits que l'on sortait, puisqu'on avait donné quelques cibles aujourd'hui qui étaient principalement de faire des vins de bouche, voilà, avec le maximum du potentiel que pouvait fournir la vigne. Bon, et ça va faire l'objet de tout le déroulé et de toute l'avancée des travaux que l'on a créés à aujourd'hui. Les enjeux du modèle, 3 piliers, aujourd'hui, bien sûr, c'est de connaître tout son bilan carbone et comment on peut faire pour l'améliorer. Bien sûr, de favoriser tout ce qui était biodiversité, quelles sont les clés qui permettent de le faire. Et par rapport à l'eau, c'est de se dire que, y compris avec l'évolution climatique qu'il y a aujourd'hui, se dire comment on le pilote et le plus précisément possible. Alors, il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais nous, on a fait en sorte que ça puisse être suivi sur des vignobles expérimentaux. Le modèle, il repose sur 6 leviers. Bien sûr, la clé, c'est le respect de l'environnement. Bien sûr, il doit être impérativement vertueux, créateur de valeur. Il doit être source de revenus et y compris aujourd'hui, dans l'évolution qu'il y a aujourd'hui, de pouvoir se dire que tout ce qui est en lien avec les bilans carbone et tout ce qui s'ensuit, on puisse, y compris, regarder dans ce modèle-là tout ce qu'il peut amener comme rentabilité. Donc, le mécanisme, facile à comprendre, santé du végétal, le cépage, la vie des sols, la mécanisation, la fertirrigation, voilà, avec tout le processus d'installation du vignoble pour donner toutes les clés de la réussite dès le départ. Donc on a les deux sites pilotes aujourd'hui, donc je vous disais qu'ils font 30 hectares. Pourquoi l'unité de 30 hectares? Parce qu'on considérait qu'au vu de ce qui était écrit dans le livre, mécaniquement, le seuil de 30 hectares était le seuil dans lequel une unité UTH était en capacité de pouvoir le mener
le mener complètement. Voilà. Donc, c'est une clé, voilà, et les opérateurs vous en parleront aussi bien que moi. Tout ça, on a les 2 sites pilotes. Sauf que les 2 sites pilotes ont fait l'objet, tous les éléments que l'on présente là, en fait, sont mis à disposition sur le site de Lanniven. Et donc, en fait, tout le monde peut calculer, en fait, comment implanter sa vigne, et au fil de l'eau, d'avoir toutes les webinaires, toutes les thèses qui ont pu être faites sur les différentes thématiques. Et tout ça, en fait, on s'est aperçu qu'il y a plein d'opérateurs qui les ont mis en place et qui alimentent, en fait, aujourd'hui, un réseau d'échanges pour pouvoir savoir quels sont les 2 sites que l'on a aujourd'hui sont dans le Lauragais, en fait, et dans l'Aude. Bon, très bien. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on en a qui sont en Saône-et-Loire, on en a qui sont dans le Tarn, on en a qui sont dans la Gascogne, on en a qui sont en Loire-Atlantique. Et le réseau est en train de s'étoffer autour de ça et qui nous permet de pouvoir capter des informations pour venir alimenter, en fait, tout ce processus de connaissance et de mise à disposition auprès des viticulteurs de France. Donc là, je vais laisser la main à Eric. Ouais, merci Serge pour cette introduction. Juste pour vous rappeler un peu le programme de la conférence d'aujourd'hui. Donc on ne va pas pouvoir aborder tous les points que nous travaillons, nous, l'IFEV, depuis 5 ans en partenariat avec Lanniven de France. Ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est aborder des points à la fois techniques, à travers les témoignages de gens du réseau que vous avez vus sur la carte de France, et aussi aborder l'aspect économique qui est important, hein, à travers la création d'une filière, l'aspect stratégique, la création d'une filière bulle dédiée à Vins de France, et puis aussi donner quelques clés quand on veut installer ce type de vignoble qui demeure quand même encore originaux par rapport à la viticulture traditionnelle qu'on connaît. Donc on aura 2 témoignages techniques, et je remercie nos intervenants, témoignages techniques bourguignons et témoignages techniques de Val-de-Loire. Et ensuite on pourra, vous le voyez, hein, on a une salle qui est installée de façon un petit peu originale, on pourra déguster ensemble les produits. Hein. Donc on vous fera déguster des vins issus de la vendange 2024, mais ça on en parlera après. Donc tout au long de la conférence, avec Christophe Gaviglio, qui est notre expert mécanisation numérique, robotisation, et qui a suivi ce projet depuis 5 ans de l'IFEV, on va pouvoir répondre à vos questions aussi techniques, hein, en dehors de celles issues des intervenants. Donc on va aborder, comme je vous l'ai dit, différents aspects, à la fois techniques et puis stratégiques, et puis économiques aussi. Serge en reparlera en introduction de la conférence. Originalité, donc on déguste, mais originalité aussi, et ça je tiens à saluer et à remercier les gens qui sont, puisque la conférence est diffusée en direct. Donc merci aux journalistes et au public qui est en direct. Sachez que vous pouvez poser vos questions. Alors, bien sûr, dans la salle, hein, on posera les questions à la fin, mais aussi ceux qui sont à travers leur écran, vous pourrez poser vos questions et elles seront retranscrites ensuite auprès des intervenants. Et donc, nous allons avoir des interventions qui seront en présentiel, mais aussi des interventions en distanciel, en visio, de M. Combe et M. Panier, qui sont donc les 2 protagonistes de la mise en place des vignobles innovants en Bourgogne et qui nous feront le témoignage de leur expérience. Mais tout d'abord, on va commencer quand même par un aspect, parce que c'est quand même, et d'autant plus important aujourd'hui, l'aspect économique quand même revêt un intérêt majeur dans la mise en place de ce type de vignoble. Donc Serge Tintanet va très rapidement, hein, nous présenter un petit peu la notion de rentabilité sur un tel type de vignoble. Bien sûr, la rentabilité, c'est une des clés. En fait, aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de ces modèles innovants et tels que peuvent nous le remonter tous les viticulteurs, c'est que, avant tout, alors les vignobles, c'est pas parce qu'ils sont innovants qu'ils ne réagissent pas à tous les effets climatiques qu'il peut y avoir, que ce soit du gel, des excès d'eau et tout ce qui s'ensuit. On a ces phénomènes-là qui sont. Donc tout ça, on le regarde aujourd'hui. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils apportent
a aujourd'hui plus de marge de manœuvre et il permet sur les années difficiles, en fait, de ce que l'on dit le point zéro, de pouvoir le descendre donc, et le ramener au plus bas possible. Voilà ce qu'il en est. Ce que l'on voit là aujourd'hui, c'est que typiquement, tous les impacts qu'il y a pu y avoir sur des phénomènes sanitaires, on les a observés, on les a regardés, on a regardé quels impacts il pouvait y avoir. Et entre cépages, il y a des choses qui sont différentes. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, et vous le verrez à la dégustation tout à l'heure, du produit que l'on souhaite élaborer derrière, c'est-à-dire la matière première que l'on souhaite créer, on a réussi à avoir la matière première qui était attendue au degré qui était attendu. L'effet du rendement, en fait, on voit qu'il progresse à travers les histogrammes, voilà, mais il a l'effet, bien sûr, sur certains cépages par rapport aux problématiques climatiques qu'on a pu rencontrer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a très clairement une rentabilité qui s'observe et dans laquelle il n'y a pas de problématique à sa connaissance. À aujourd'hui, sur la valeur moyenne que l'on a pu voir sur les premières années, en fait, le revenu des 6 000 € hectares, qui peut être une base un peu de référence, à quelque part, a été atteint. Voilà, il se tient. Alors bien sûr, il est la conjugaison à la fois du rendement, de la typologie du raisin que l'on va produire pour accéder à un marché avec une valeur aujourd'hui du marché fait. Typiquement, voilà, on arrive à avoir en fonction des typologies, si vous prenez là l'exemple du chardonnay, qui a une valeur à l'hecto supérieure par le fait que ce cépage-là, conduit sous cette forme-là, a atteint son objectif qualitatif et donc a permis de pouvoir être sur un vin de France à aujourd'hui qui était dans l'ordre des 100 € de rémunération. Donc automatiquement, voilà, ça fonctionne. La valeur des frais de vinification, on a pris une valeur moyenne de façon à ce que derrière, voilà, elle puisse avoir tous les mêmes caractéristiques sur l'ensemble des outils qui traitent ce type de produits. Exactement, pour le floréal, c'est exactement pareil. Voilà, aujourd'hui, avec une typologie de produits que vous dégusterez tout à l'heure et vous verrez que derrière, l'objectif qualitatif est atteint. Voilà, et le tout après, derrière, c'est que le rendement soit au rendez-vous pour permettre d'atteindre ces objectifs-là. Tout ça, en fait, à aujourd'hui, tout viticulteur, en fait, à aujourd'hui, accède aussi en accès libre au site Vin de France wine.com qui permet, en fait, aujourd'hui, de pouvoir calculer tous ses coûts de revient et y compris de pouvoir personnaliser les choses. Et c'est extrêmement simple. Tout ça, en fait, est abondé, y compris par rapport est abondé par des informations de l'IFEV mis en ligne pour pouvoir agrémenter le dispositif. On va faire en sorte de pouvoir l'élargir avec des connaissances, y compris de viticulteurs, de façon à ce que derrière, on ait les expériences, puisque là, aujourd'hui, on est sur l'Auragais, très bien, mais derrière, en Gascogne, y compris, on va faire en sorte d'avoir des simulations, des informations issues de la Gascogne, comme du Loire, comme de vers la Bourgogne, voilà, de façon à ce que derrière, eh bien, ça permette à chacun, en fonction de sa situation, de pouvoir avancer sur ce type de mise en place de vignoble. Voilà. Ouais, comme tu l'as dit, Serge, donc on va mettre en place, élargir cette gamme de références technico-économiques à tous les sites qui sont basés en France. Donc tous les ans, on alimente cette banque de données pour permettre d'avoir des références de toujours plus solides par rapport à ce type de vignoble. Et à présent, puisqu'on parle économique, on a parlé économique, mais on peut parler aussi stratégique. On a commencé le travail il y a 5 ans en partenariat avec les Vins de France sur des vins tranquilles. Les 2 sites pilotes qui sont basés dans l'Aude
et sont basés sur la production de vins tranquilles que vous allez déguster tout à l'heure. Mais il y a aussi la filière bulle qui est importante. Et on est heureux aujourd'hui d'avoir le témoignage de monsieur Marcel Combe. Marcel Combe, c'est le directeur activité vin effervescent et crément de Bourgogne chez Boissé. Et Marcel Combe est en visio avec nous. Vous m'entendez, monsieur Combe? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour de Nuit Saint-Georges. Ben, merci d'être avec nous. Donc, je vais vous donner la parole pour nous raconter un petit peu la genèse et votre expérience sur la création de cette filière bulle dédiée à Vins de France. Eh bien, je vais essayer en 10 petites minutes, même pas, de vous présenter ce projet. D'abord, pourquoi il a été fait, quelles sont les principales raisons. Ensuite, comment il a été fait. Et puis, les premières conclusions que l'on a après quelques années. Ce qui est rassurant et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils sont très très proches de celles que nous a annoncé Monsieur Tintanet. Et puis après, Benoît Panier, qui est vraiment le technicien et l'homme de l'art du métier, nous expliquera un peu plus le côté culturel du projet. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a un très joli nom, Viva, qui est plein d'énergie. Viva, en fin de compte, vient simplement de la création de vignobles innovants du Val-de-Saône, puisque notre projet se situe sur 2 communes dans la vallée de la Saône. Alors, voilà. Et ce projet est en fin de compte une vision gagnant-gagnant, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le long terme et adapté au marché des vins effervescents. Alors, une vision gagnant-gagnant, c'est que aujourd'hui, dans ce projet-là, il est important et capital que les 2 parties s'y retrouvent, à la fois le producteur et à la fois l'opérateur ou le négociant qui va, sur le long terme, je veux dire, acheter et donc commercialiser les produits. Ça, c'est capital. Il faut que tout le monde gagne sa vie, que ce soit dans les marges à la production et dans les marges à la vente. Et on a voulu le faire adapter au vin effervescent pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est qu'il est 100% dédié au niveau des vins effervescents et il est principalement dédié à notre marque Charles de Fer. Et la marque Charles de Fer à la maison Boisset, c'est une marque qui est orientée sur des vins mousseux et des vins mousseux de qualité. Donc, on n'est pas dans la notion d'appellation, bien sûr. Quand on est en Bourgogne, on pourrait penser à crément, etc. Là, on est sur des notions de vins mousseux de qualité. Et si on a fait ce projet-là, c'est aussi parce que on souhaitait avoir des vins qui répondent à nos exigences de vin de base, c'est-à-dire la fraîcheur, la légèreté, la finesse. On n'est pas du tout dans les mêmes profils que l'on va rechercher sur les vins tranquilles. On a des choses plus structurées, plus puissantes, plus aromatiques. Nous, ce que l'on va rechercher, c'est vraiment ce côté très aérien, très léger, très fin des vins de base. Et il a une possibilité qu'on verra après derrière, mais de pouvoir travailler sur la notion de cuvée et de taille qui est si importante. Et même si on est sur un marché des vins mousseux ou des vins mousseux de qualité avec des prix relativement raisonnables, voire dynamiques, la qualité aujourd'hui doit vraiment être au rendez-vous pour le consommateur. Point très important, raison très importante, c'est aussi d'avoir une meilleure proximité et relocalisation de notre production. Nuit Saint-Georges et là, le site de Viva est à entre 20 et 30 km. Donc ça nous permet de réduire un certain nombre de coûts, de frais, de transport qui vont dans le bon sens. Et c'est presque du bon sens agricole, terrien, bourguignon aussi. Ce qui nous intéressait dans ce projet-là, c'était de pouvoir travailler des cépages les plus qualitatifs pour les vins effervescents, et on le verra après. C'est d'avoir une maîtrise totale de A à Z de notre production, c'est-à-dire que le raisin, il n'est pas sous notre contrôle, mais on en parle beaucoup avec les techniciens, mais c'est surtout d'être capable d'avoir un temps très court entre le moment de ramassage et le moment de pressurage, ce qui est capital pour les vins effervescents, l'oxydation est le pire ennemi de la bulle. Donc, plus on peut amener les jus rapidement au centre de pressurage, et mieux c'est. Et enfin, la possibilité de vinifier selon notre style au niveau de nos vins effervescents. Bien sûr, derrière, il y a toujours une démarche aussi financière et un intérêt financier.
mais surtout, c'est qu'on a un intérêt de marché. Vous connaissez comme moi la présence des cava espagnols et des prosecco italiens, qui sont avec des prix relativement dynamiques. Et aujourd'hui, il est important que les vins mousseux de qualité français puissent faire face à cette concurrence étrangère. Et pour cela, il est vraiment nécessaire d'avoir à la fois des jus qualitatifs, mais aussi avec un prix de revient, on va dire, cohérent par rapport au marché international. Innovant dans l'approche de production, oui, ça c'est quelque chose de très important chez Boisset Effervescence, c'est-à-dire que nous sommes toujours, et ça va avec le point suivant, en R&D, en recherche et développement sur les bulles et d'une manière générale sur les vins effervescents et sur la façon de travailler les vins effervescents. Dans les points importants et les raisons de ce vignoble-là, il y a bien sûr eu la rencontre avec nos partenaires, hein, ce qu'on peut appeler des agroviticulteurs, puisque ce sont des gens qui étaient avant tout des agriculteurs avant, des céréaliers ou éventuellement des producteurs de lait, et qui ont diversifié et qui cherchaient cette diversification dans la production de vins effervescents. Et le dernier point qui rejoint ce que disait tout à l'heure M. Tintenet, c'est d'avoir la possibilité de créer quelque chose qui est un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où on ne peut plus demander aux producteurs de planter des vignes et de dire on verra bien à quel prix on vend notre vin dans quelques années et pendant combien de temps. Et même chose pour un élaborateur et un négociant, on ne peut plus être trop soumis aux aléas des hausses et des baisses des prix de vin en vrac. Donc cette vision gagnant-gagnant est quelque chose qui permet de construire et de stabiliser à la fois la production, les exploitants, mais aussi les marques des négociants, ou en tout cas de Boisset Effervescence. Alors la diapositive suivante va nous montrer un peu comment s'est passé le projet. Vous savez tous qu'en 2016, il y a eu la libération des autorisations de plantation au niveau de l'Union européenne. Ça a été un premier déclic ou une première planète qui s'est créée. Et puis parallèlement à ça, tout à l'heure M. Tintanet en a parlé, mais est sorti le guide pratique de viticulture innovante de la NIVin, écrit par M. Olivier Zebig, qui nous a ouvert l'esprit. Ça a été un peu la deuxième planète qui s'est créée. Et puis la troisième planète, ça a été la chance de rencontrer en 2016 et en 2017 des producteurs, des agriculteurs tout proches de chez nous qui étaient à la recherche de diversification et donc de définir ensemble un projet et de commencer à faire un choix de recherche de parcelles. 2018, nous avons planté les projets, donc les 65 hectares. Et il a fallu bien sûr 3 ans pour commencer à former le vignoble. On peut dire qu'en 2021, on a vraiment eu la pleine récolte. Et en 2021, tellement, on va dire, pour continuer la partie R&D, nous avons décidé de planter des cépages dits résistants, 5 cépages résistants. Alors, on va voir un peu comment, en termes de structure, tout cela s'est organisé. Eh bien, la rencontre en fin de compte, 3 partenaires, qui est Coopérative Bourgogne du Sud, à l'époque, qui était sous la direction de Michel Duvernois, de Dijon Céréales, qui était aussi en 2018 encore sous la direction de Pierre Guèze, et puis de Boisset et Boisset Effervescence à l'intérieur, qui ont créé cette société que l'on a appelée Viva, qui est une société d'intérêt collectif, une SICA. Et Viva a contractualisé juste on revient un tout petit peu à la slide d'avant, parce que a contractualisé avec Boisset Effervescence, donc qui est une filiale de Boisset, un contrat d'approvisionnement long terme de 15 ans. Alors, 15 ans après la 3e feuille, c'est-à-dire 18 ans. Donc, quand on parlait tout à l'heure de vision à long terme, de projet gagnant-gagnant, nous sommes partis tous ensemble sur une expérimentation de vignoble innovant pour 18 ans. Donc, on peut dire que tout le monde a pris ses risques et tout le monde essaye de faire au mieux pour que, effectivement, ça se passe bien. Alors, la diapositive suivante, j'espère que vous le voyez correctement, nous montre un peu l'implantation du projet, donc en 2018 puis en 2021. Donc, vous voyez ici la carte de la Grande Bourgogne et de Nuits Saint-Georges.
Et vous avez, avec donc, le point noir, et vous avez en fin de compte 2 sites qui ont été créés avec chaque fois 2 parcelles. Donc en fin de compte, on a 4 parcelles au total. Tout à l'heure, on parlait d'îlots d'une trentaine d'hectares. Eh bien, nous y sommes aussi. On a un îlot de 30 hectares et un îlot de 39 hectares. Le premier îlot, le premier site est à Pierre-de-Bresse et à Lay, sur le Doubs, hein. Donc là, on est en Côte d'Or, hein. On n'est pas en Saône-et-Loire, mais bon, on est tout proche, hein. On est vraiment sur la frontière. Et où on a 2 parcelles avec 15 hectares et demi de chardonnay, 7 hectares 30 de colombard et 7 hectares 50 du nid blanc. Donc vous voyez, c'est un choix chardonnay colombard du nid blanc, de cépages qui sont vraiment particulièrement bien adaptés à la bulle et à l'élaboration des vins effervescents. Le deuxième site, c'est Saint-Loup-Géange, donc en Saône-et-Loire, avec 39 hectares. Même chose, 2 parcelles, à peu près la même répartition avec 15 hectares de chardonnay, 8 hectares de colombard et 7 hectares du nid blanc. Mais on a rajouté ici 5 hectares de cépages expérimentaux. Alors, quand on dit expérimentaux, ça va peut-être un peu vous choquer. Pour nous, c'est expérimentaux sur la région, on va dire, du Val-de-Saône et de la Bourgogne, entre Bourgogne et Jura. C'est-à-dire, bon, la Ligoté, c'est plutôt un cépage bourguignon, donc on pouvait se douter de ce qu'il allait faire. Le Chenin, le Grelot, le Terray, hein, la Molette, le Picpoul, Vermentino, le Pinot Blanc, le Pinot Noir, le Merlot et le Marcelin. Donc plutôt des cépages blancs, 3 cépages rouges pour peut-être nous aider aussi dans ce qui peut être l'élaboration de vins effervescents rosés. Mais et chaque fois, c'est environ un demi-hectare qui ont été plantés, qui nous permet de faire des vinifications sélectives et de voir ce que ces cépages-là vont donner sur le temps, avec d'une façon innovante, une production innovante, et sont-ils assez qualitatifs pour faire les vins effervescents que nous souhaitons. Et 2021 a été une autre étape où nous avons planté 3 hectares et demi de cépages résistants avec le Flortail, le Voltis, le Floréal, le Sauvigné gris et j'oublie le Sorelli. Voilà. Donc voilà le projet qui s'est fait relativement rapidement, puisque vous voyez qu'en 2018, il y a eu 65 hectares de plantés et probablement que Benoît Panier reviendra tout à l'heure. Ça a été un sacré challenge et probablement que lorsqu'on en reparle aux viticulteurs, auxquels ils nous disent c'était un peu fou. Voilà, c'était un peu fou. Allons-y. Donc voilà juste quelques images, hein, la mise en place du vignoble à Pierre-de-Bresse. Vous voyez ces grandes parcelles d'une quinzaine d'hectares. Et puis la diapo d'après, vous verrez le vignoble de Saint-Loup-Géange avec là ici le vignoble. La première partie qui est un peu plus sombre là devant, on le voit très très bien d'ailleurs et on le voit en fonction des cépages, on voit que les couleurs des feuilles sont différentes. La première partie devant vous sont les 5 hectares de cépages expérimentaux et après, plus loin là-bas, vous avez une plantation du nid blanc pour Saint-Loup-Géange et puis l'autre diapo, c'est les colombards et les chardonnays qui sont sur notre cépage. Pour pas tout à fait terminer, mais si vous voulez, ce projet-là, pour nous, il était important que si on avait du raisin, il fallait le maîtriser complètement. Donc, on a décidé de créer un centre de pressurage dédié à Nuits-Saint-Georges, qui est un centre vraiment aussi innovant dans la démarche, puisque je crois que le premier qui a été fait par Della Toffola a été fait en Afrique du Sud et le deuxième a été fait à Nuits-Saint-Georges. C'est un centre qui permet, sur déjà une superficie, une surface très faible, un encombrement très très faible, de pouvoir faire un pressurage très qualitatif et une vinification très qualitative. Je ne vais pas trop m'étendre, mais grosso modo, on parle de pressurage en continu, mais ce n'est pas des pressoirs continus comme autrefois. En continu parce qu'en fin de compte, nous avons 3 pressoirs, un qui réceptionne, un qui presse, l'autre qui vide. Et on est capable de recevoir 12 tonnes toutes les demi-heures. Donc vous faites le calcul, il suffit d'ouvrir et d'élargir la plage horaire pour répondre à la récolte des vendanges. Point aussi très très important, c'est que tout est automatisé. On a réduit énormément les impacts de l'eau, puisque l'eau est recyclée et, pour le lavage des pressoirs. Et le point le plus important, c'est le fait que tous les jus
sont triés par colorimétrie. Et vous savez que dans les vins effervescents, c'est très important de séparer ce qu'on appelle les premiers jus, les cuvées, et les deuxièmes jus, les tailles, pour pouvoir les vinifier différemment et les orienter après différemment sur la qualité et vos styles de vin effervescents. Donc, on est très satisfait aussi de ce centre de pressurage qui nous donne, qui en fin de compte, une belle continuité d'un projet d'avoir des raisins innovants, de qualité, mais avec lequel derrière, on va faire des vins de base vraiment très qualitatifs. Voilà, donc je vais en arriver à la conclusion. Après 7 ans, on va dire que là, très clairement, 5e, 6e, 7e année, les objectifs de rendement étaient au rendez-vous, malgré parfois quelques aléas climatiques. Pour la maison Boisset et Boisset Effervescence, nous avons pu passer notre marque Charles de Fer, 100% produits de France. Nous, notre volonté, c'est que 100% de nos produits soient d'origine française pour des vins mousseux de qualité, et nous le sommes sur la marque Charles de Fer. Les vins de base que nous avons faits sont nettement plus qualitatifs, principalement surtout sur les chardonnays. On voit un niveau de qualité sur les chardonnays où le niveau a vraiment monté. Je pense que malgré quelques aléas climatiques indépendants du projet, parce que là, le gel et la graine, on n'y peut pas grand-chose, encore que peut-être qu'un jour on pourra y faire quelque chose, mais on a des retours favorables de nos partenaires en termes de diversification. Des gens qui aujourd'hui, les céréaliers, si vous avez écouté un peu les tendances du marché des céréales pour cette année 2024, par exemple, est assez compliqué, etc. Et puis, cette relocalisation semble avoir un choix vraiment positif en termes de gestion et d'impact environnemental. Il est certain qu'en étant à 20 km ou 30 km de notre centre de pressurage, les économies de transport, les économies et les gains carbone sont là. On ne les a pas quantifiés encore, mais rien que le bon sens nous le fait savoir. Et je vais terminer par la dernière, pour passer la parole à Benoît Panier, qui va vous parler plus du côté technique. Mais tout à l'heure, vous aurez à la dégustation quelques bouteilles de Charles de Fer. C'est un vin mousseux, hein, élaboré avec donc ses qualités chardonnay, uni blanc, colombard. Et vous verrez qu'on arrive à faire de très bons niveaux qualitatifs. Merci pour votre attention. Bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Combe. Juste avant de passer à l'intervention de Monsieur Panier, je pense que vous restez parmi nous parce qu'on va poser des questions à la fin des interventions techniques, si vous voulez bien. Et ce sera intéressant aussi d'avoir votre vision par rapport aux différents cépages expérimentaux, comme vous les appelez, que vous avez testés. Et si vous avez des premiers résultats, notamment sur les variétés résistantes, ça peut être intéressant d'avoir votre témoignage ou celui de Monsieur Panier. Donc vous l'avez compris, hein, les vignobles innovants et co-responsables, c'est une maîtrise un petit peu originale du vignoble, avec notamment, Serge Tintonnet l'a présenté, 6 leviers essentiels, et notamment la taille mécanisée. Et mettre en place un vignoble en taille mécanisée dès le départ, c'est pas si simple que ça demande beaucoup de technicité, et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir 2 témoignages de groupes qui ont mis ça en place sur plus de 30 hectares. Et vous l'avez vu, la longueur des rangs aussi, on est sur plus de 200 mètres de longueur de rang, ce qui demande aussi pas mal de travail et d'anticipation dans la mise en place de ce vignoble. Donc, Monsieur Panier, je vais vous laisser la parole, justement, pour nous présenter un petit peu ce passage des agriculteurs aux viticulteurs, sur des vignobles innovants tels que vous l'avez vécu et votre expérience. Je vous remercie. Bonjour à tous. Oui, voilà, je m'occupe de ce dossier depuis la plantation, depuis 2018. Donc le projet était bien effectivement d'arriver dans un système rapport économique, écologique et pour les agriculteurs de diversification. Donc, dans la première diapositive, j'ai essayé d'évoquer, c'est vrai, suite quand même au conseil de M. Zébi, dans l'installation du vignoble, à savoir être le plus pratique possible, être le plus près d'un verger pour être mécanisable au maximum. Donc, l'écartement, nous sommes à 2,60 m. Quand j'ai mis 2,20 m, c'est que, effectivement, 2,20 m pourrait être aussi
jouable, mais sur 2,60 m permet aussi un passage de tracteur mécanique beaucoup plus souple. La hauteur de cordon est à 1,05 m, 1,10 m, bon 1,05 m pour et surtout pour la prévision de taille mécanique, et puis aussi équilibrer aussi le risque de gel. Donc la densité de plantation pour nous est de 3850 pieds. Nous avons fait des distances de contour de 7-8 mètres. Alors il faut bien savoir qu'au départ, quand on a établi la plantation, il fallait aussi envisager le passage du tracteur avec des systèmes de pulvérisateurs tractés, et puis aussi anticiper les vendanges, le déchargement par les machines de peine contournables, etc. Donc là, les rangs font à peu près 400 mètres, avec une coupure au milieu, effectivement aussi, pour anticiper le rendement visé. Les cépages, variétés différentes, donc ça c'est ce que vous a présenté Marcel Combe, hein, c'est déjà de répondre aux besoins de l'acheteur pour faire des effervescents, donc, et aussi avoir des cépages qui permettent de limiter c'est-à-dire le bilan carbone, d'avoir de l'Uni blanc, du colombard. Certes, pour nous, en Bourgogne, c'était un peu original. Et puis le chardonnay, classique. Donc ça, c'est un souci pour nous, c'est bien connu. Cet étalage aussi et cette densité permet aussi un développement racinaire assez rapide. Hein, nous avons fait des profils culturaux dès les premières années et deuxième année. On voit que le système racinaire, c'est vrai, se développe très très rapidement et s'installe bien. La surface foliaire, évidemment, a été aussi donc ça aussi prévu par j'allais dire le non palissage. Donc il faut aussi avoir un système foliaire, un développement foliaire suffisant pour pouvoir améliorer la maturité compte tenu des objectifs de rendement que nous avons entre 18 et 22 tonnes hectares. Voilà, vous pouvez voir la suivante, s'il vous plaît. Alors, pour la gestion du vignoble, des 2 vignobles de 30 hectares. Donc là, vous voyez 4 producteurs sur le vignoble de Saint-Loup-Géange, qui est de 39 hectares. Hein. C'est là où il y a la parcelle expérimentale, la parcelle de résistants. Donc pour eux, l'idée, de toute façon, c'est clairement d'être en CUMA, pour l'achat du matériel total, donc tracteur, pulvérisateur, rogneuse, pré-tailleuse, tailleuse, et puis broyeur, etc. pour l'entretien de l'enherbement central. La CUMA aussi permet de facturer la main-d'œuvre, donc permet en fait de répartir le coût à l'hectare plus facilement par exploitation, et de permettre aussi d'avoir des prestations de services pour la mise en place du vignoble. Ça, j'en parlerai juste après. Donc, dans les travaux, il faut bien avoir en tête que chaque exploitant doit se répartir, puisque là, vous avez affaire à des agriculteurs. Donc, les agriculteurs ont un autre métier, une polyculture. Donc, pour que ça fonctionne bien, notamment dans un vignoble de 30 hectares, il faut absolument que chacun se répartisse des tâches pour que chacun puisse s'occuper de son exploitation agricole ou élevage à côté. Donc là, quand je vous ai mis en résumé, en gros, ce sont 2 personnes, par exemple, donc en hiver, 2 personnes qui s'occupent de l'épandage et de la fumure de fond, de la répartition, 2 qui s'occupent du pré-taillage, donc environ 30 heures par hectare, enfin 30 heures au total. Ensuite, la taille, pareil, deux autres, et puis 2 autres font l'entretien des sols. Alors, quand je vous dis 2, je ne vais pas vous citer des prénoms, mais sachant que sur ces répartitions-là, ils s'équilibrent tous de manière à savoir à peu près le même temps d'heure. Il est fort possible, évidemment, que vous ayez quelqu'un d'absent et qui ne puisse pas le faire, ou pour d'autres volontés, mais dans l'objectif, c'est bien d'équilibrer les heures de travail de manière à pouvoir aussi répartir les charges par exploitation. En été, donc, par exemple, il n'y en a vraiment que 2 qui s'occupent des traitements phytosanitaires, 2 qui font rognage, tonte et entretien du vignoble,
Les 4, par contre, s'occupent de l'irrigation, hein, puisque l'irrigation, donc ferti-irrigation, tient à peu près une semaine parce qu'il faut à peu près 20 heures par bloc de 5 hectares pour amener à peu près 20 millimètres. Alors, petite parenthèse là-dessus, sur l'irrigation, c'est sûr qu'en vignoble septentrional, mis à part 2020, où nous avons eu vraiment nécessité de pallier à la sécheresse, il est certes que 2021, 2021, nous avons quasiment rien fait, 2022, que 2 irrigations, et 2023 non plus. Alors, ce qui fait que pour nous, en zone septentrionale, le but étant la ferti-irrigation, c'est d'amener les éléments au meilleur moment que la vigne a besoin. Et là, c'est vrai qu'on s'est posé la question que quand on est dans un vignoble où on ne subit pas de sécheresse comme vous pouvez le subir dans le sud-ouest, s'il faut remettre de l'eau alors qu'on est déjà saturé pour amener des éléments, bon, nous sommes revenus à des fumures, j'allais dire, traditionnelles et d'objectifs. Nous sommes suivis par l'ICV de Nîmes, hein, par Bernard Genevet, qui nous accompagne par expérience aussi de vignobles du Tarn et du sud de la France. Pour terminer sur la gestion, les vendanges ici, hein, donc la vendange est faite par un prestataire de service, machine à vendanger. Là, pour l'instant, la 65 hectares, dans le calcul, même sous CUMA, ne permet pas d'acheter une machine à vendanger. Voilà. Donc, pour l'instant, la prestation de service est comprise dans les charges, hein. Et c'est là que chaque jour de vendange, il faut que des exploitants soient là par parcelle pour gérer les bennes, le remplissage. Il y a aussi une petite benne, hein. Il faut savoir que la machine à vendanger, en faisant un rang dans les colombards, ou même dans les chardonnays cette année, doit des fois parfois déverser à la moitié du rang, parce que nous avons fait des rendements très satisfaisants. Donc il faut une petite benne qui fasse le relais entre les grosses bennes et la machine à vendanger. Voilà. Et le transport est réalisé par la coopérative. Voilà, pour la suite. Donc, un petit peu en résumé, les travaux les plus challengeants, clairement, pour les futurs projets que l'on a en tête aussi, ce sont déjà le choix du sol, hein, bien anticipé, granulométrie, agronomie, localisation, savoir si vous êtes très fort en argile ou pas. Donc, on a bien vu, hein, il y a un site qui a été planté manuellement, un site mécaniquement. Un site mécanique, ça a duré 3 jours, un site manuel, ça a duré 2 semaines. Donc, ça a déjà un impact sur l'investissement de plantation. La mise en place du palissage et de l'irrigation. Donc, ça aussi, je vais revenir dans la conclusion, hein, mais c'est clair que d'avoir, comme a dit Marcel, planté d'un seul coup 60 hectares, les gens ont réalisé une fois m'en parlant que, oui, il faut beaucoup de temps quand même pour mettre les piquets, les fils, l'irrigation, le système d'irrigation et les amarres et tout ça. Donc là, il a fallu aussi un coût de prestation de service et là, il faut trouver du monde. Voilà. La formation du cordon et l'ébourgeonnage manuel jusqu'à la 3e année. Il faut bien savoir que les agriculteurs n'en ont pas conscience, ne se réalisaient pas qu'il faut nettoyer toute la base de la taille de manière à choisir le pampre qui permettra de faire le meilleur cordon, le plus puissant. Donc ça, dans les 2 premières années, M. Zebig nous a quand même guidés pour bien avoir le choix de la vigueur et faire attention. Je ne vous cache pas que 2021, la plantation des 3,8 hectares de cépages résistants a été un très bon exemple, parce que là, les agriculteurs savaient très bien le temps qu'il fallait faire, le temps qu'il fallait mettre et toute la main-d'œuvre qu'il fallait pour préparer et mettre en place le cordon pour qu'à la 3e année, il soit mis en place pour la production et aussi pour la première taille. Dernier point, la taille manuelle. Je mets entre parenthèses saisonnier, parce que quand même, sur la 2e année, vous avez parfois une retaille à faire pour une restructuration du cordon qui n'était pas assez vigoureux, etc. Vous avez aussi une taille manuelle, mais ça, je sais que pour les gens connaissant ce milieu, il faut 8 à 10 heures, parfois 10 heures par hectare pour supprimer tous les sarments qui vont pousser en dessous du cordon et qui gênent beaucoup après la conduite du cordon. C'est pourquoi il faut être attentif, bien sûr, à la surface à planter dès la première année pour envisager le nombre de personnes qu'il faut et aussi la prise
en charge pour l'agriculteur. Donc en suivant, nous allons aborder donc, les conseils concernant la taille mécanisée. Alors là, je vais vous dire, j'ai découvert ça aussi. Donc l'accompagnement de l'ICV de Nîmes nous a aussi quand même pas mal aidé. L'important, c'est la mise en place du cordon. Donc que le cordon soit bien, mais ça, bien enroulé et bien synchronisé avec l'autre, mis dans un sens sur un nombre de rangs et mis dans un autre sens dans le rang, de manière à ce que le tracteur puisse faire des montées et descentes le plus rapidement possible. Le choix du cépage aussi vous montrera que dans l'exemple, il y a des cépages qui sont beaucoup plus retombants. L'uni-blanc est quand même un souci pour nous, même s'il donne de bons objectifs. Cependant, c'est pour ça la photo de droite, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais on voit qu'énormément le port retombant limite un peu la bonne taille mécanique. Et puis, accompagner, c'est pour ça que la taille manuelle devient préparative aussi pour la deuxième et troisième année. La mise en place du pré-taillage, ça aussi, c'est des notions qu'il faut avoir. Ce n'est pas une taille mécanique directe parce que ça fait quand même beaucoup de sarment et beaucoup de matière. Donc, il faut faire un pré-taillage, puis ensuite le taillage. Donc, le choix du matériel a été changé. Dans les 2 premières années, c'était une taille mécanique sans repère pour dire infrarouge. Là, donc aujourd'hui, ils ont une pélinque Visio. Donc depuis la 5e année, et la pélinque Visio, alors je ne fais pas de publicité, attendez. Voilà, c'est surtout que la conduite du cordon, puisque le cordon peut être plus ou moins haut, mais permet d'avoir une bonne homogénéité dans la taille. La date de taille pour le retard du gel, oui, parce que nous subissons quand même des risques de gel plus importants sur un secteur que l'autre. Et c'est vrai que d'année en année, on s'aperçoit que on peut tailler mécaniquement quasiment fin mars, voire même au début de l'ébourgeonnage pour essayer de gagner 10 jours, ralentir sur le risque de gel de début avril. Donc pour la suite, quelques conseils concernant la protection phytosanitaire. Matériel pulvérisateur adaptable, ça je sais que chaque vigneron pourra voir. Nous avions des panneaux récupérateurs. Je ne vous cache pas que les agriculteurs ont changé et ont repris un traîneau, j'allais dire classique pneumatique, parce que le panneau récupérateur perd quand même beaucoup, beaucoup de temps et ne gagne pas autant de produits phytosanitaires qu'on espérait à partir du 3e, 4e traitement, vu la masse végétative et dès qu'il y a de l'humidité. Mais en fait, nous ne gagnons pas forcément de volume de produits phyto à la fin. Donc, nous avons mis en place des stations météo par site et par parcelle liées à une modélisation Midiodium. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la coopérative Bourgogne du Sud pour accompagner et pour avoir les outils d'aide à la décision les mieux adaptés. On adapte la dose aussi pour la surface foliaire, c'est sûr, sur les 3 premiers traitements, le temps qu'on est au maximum de surface foliaire. Et puis, effectivement, chaque station météo nous permet localement de savoir si nous sommes lessivés ou pas, donc avec la pluviométrie. Voilà. Dernière question, voilà, sur la protection phytosanitaire pour l'instant, ça sera la gestion du black rot. Je vous ai affiché une photo, c'est vrai que le black rot commence à s'installer. Est-ce que effectivement cela est dû au reste de la vendange mécanique qui fait que nous avons des spores qui restent en place et qui reviennent chaque année, voilà, et qui seront un peu plus compliqués vu, vous le savez, la restriction des matières actives qui luttent contre le black rot. Donc nous verrons comment s'adapter. Donc pour les enseignements de ce projet, surtout la main d'œuvre à anticiper. Là, je vous ai mis vraiment vraiment les critères principaux qui ont été dus pour les agriculteurs à s'adapter. Donc trouver des prestataires, trouver du monde. C'est pour ça qu'il faudra bien, dans l'installation de nouveaux vignobles, pour nous aussi, de ne pas construire 30 hectares, à moins que ce soit 10 viticulteurs qui aient 3 hectares chacun et qui gèrent les 3 hectares, tout en commun. Mais il faut à peu près avoir cette idée-là que par producteur, il ne faut pas plus de 5 hectares la première année. Donc une surface aussi, donc maximum par an. Donc je viens de dire, le choix du sol aussi pour la plantation manuelle ou mécanique. Et la densité de plantation adaptable. 2,60 m, on aurait pu mettre 2,50 m et 0,90 1 mètre pour être à 4000 pieds hectares. Mine de rien, ça fait quand même 10% de plus de produits
pour pas plus de coûts. Voilà. Et les objectifs, bien sûr, donc là, nous avons l'objectif de qualité et de quantité pour élaborer d'excellents vins effervescents. Donc ça, c'est aussi la maîtrise par cépage pour les quantités et puis la maturité à atteindre au final. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pagné, pour ces témoignages, ces enseignements. Vous restez avec nous parce que je pense qu'on aura quelques questions, hein, notamment sur les variétés et les rendements finalement obtenus. Parce qu'on va passer au témoignage de Monsieur Bondu. Mais avant ce témoignage, je crois que Christophe, tu avais 2-3 remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, merci pour cette présentation technique assez complète. Je voulais, plutôt que des remarques, apporter un appui sur des points extrêmement importants qui concernent la préparation des parcelles, donc en amont de la production, les 3 premières années après plantation. Ça a été dit, il faut anticiper et donc pas être trop gourmand dans l'ambition de plantation pour pouvoir le faire bien. Pourquoi ? Parce que sans rentrer dans des détails techniques très précis, tout ce qu'on cherche à faire dans un système optimisé et très mécanisé, c'est d'optimiser tous les éléments qui vont faciliter le passage des machines, d'une part. Donc c'est avoir un cordon bien droit, bien établi, avec la bonne vigueur, ça a été dit, avec beaucoup de travail sur les bourgeonnages, ça a été dit, et avec des petits détails pour assurer aussi la régularité de la production. Donc éviter d'avoir des sarments qui vont prendre toute la vigueur parce qu'ils sont un petit peu isolés sous le cordon. Voilà, c'est des choses qu'on observe, auxquelles on peut faire attention et donc qui demandent vraiment une implication forte dès la mise en place du vignoble, à la fois pour que les machines puissent travailler régulièrement et pour que la production soit bien répartie le long des rangs. Ça m'amène à la deuxième petite remarque importante pour moi sur tout ce qui est mécanisation. L'idée, c'est de gagner du temps, évidemment. Et donc, ça a été évoqué, passer d'une machine complètement manuelle à une machine avec des automatismes, ça permet vraiment de gagner du débit de chantier. Pourquoi ? Parce que les rangs sont longs et quand on doit manuellement ajuster la position d'une machine près du cordon, c'est très difficile de garder cette attention. Donc, on verra qu'il y a des solutions techniques pour optimiser ça. La position avec le système Visio est une bonne solution. Mais il y a aussi l'alignement dans le rang qui va rentrer en ligne de compte. Et tout ça, ça joue effectivement sur la qualité de la taille et sa régularité. Un autre petit détail sur la mécanisation. Pour ceux qui se lancent sans trop connaître la viticulture, ou ceux qui sont déjà dans la viticulture qui vont sur ce genre de système, par exemple, avec la pré-taille et la taille rase, il n'y a plus de broyage des sarments. Voilà. Je laisse ça pour les questions pour plus tard. Ouais, merci Christophe. Donc on a vu la mise en place plutôt générale d'un vignoble. Là, on va focaliser à travers le témoignage de Jérôme Bondu. Donc vous êtes chef de culture à la SCEA Champteloup, mais vous travaillez pour Grancher de France, quoi. Ça a été le vignoble innovant a été mis en place aussi à l'initiative de Grancher de France. C'est ça. Et donc on va focaliser avec vous peut-être sur quelques points, notamment l'importance du palissage. Mais avant ça, est-ce que vous pourrez nous expliquer quand même la genèse et le pourquoi de la mise en place de ce vignoble innovant en Val-de-Loire, cette fois-ci? Donc bonjour à tous, Jérôme Bondu, responsable du domaine de la forchetière SCEA Champteloup chez les Granchers de France. Donc aujourd'hui, nous avons 80 hectares de vignes sur ce domaine, dont 45 hectares en VIE. Donc en fait, ce domaine est passé sur ce type de vignoble car nous avions des problématiques à recruter du personnel et à faire des rendements suffisants. Donc en fait, on est vite venu à ce type de vignoble. Donc en fait, on a réussi à produire suffisamment ce qu'on attendait et à pérenniser notre personnel. Parce qu'en fait, ce qu'on a pu parler tout à l'heure sur les autres domaines, beaucoup moins de temps de manuel sur les parcelles. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on attendait, ce qu'on fait aujourd'hui. Avec 7 personnes, nous sommes sur 80 hectares, quoi. Donc, on arrive vraiment à optimiser notre personnel
sur ce type de vignoble. Et en termes d'encépagement, alors vous avez... Donc sur les encépagements du domaine, nous avons du Sauvignon sur 22 hectares en VIE, du Chardonnay, du Pinot Noir. Le Pinot Noir, on l'a installé en VIE. En fait, il était installé en vigne traditionnelle au départ, qu'on a adapté en cordon. Après, on a installé du Floréal, du Colombard et du Chenin. Tout ça sur 45 hectares. Depuis 8 ans. On a commencé les plantations. On a commencé par des Chardonnays en 2016, 2017 des Sauvignons, 2018 Sauvignon, 2019 Floréal, Chenin, Colombard. 2020, on a fait une pause. Parce qu'en fait, Chenin, Colombard, Floréal, ça faisait une grosse surface. Donc on y reviendra tout à l'heure. Il faut vraiment limiter la surface de plantation, parce qu'on se fait vite déborder. Et donc, on a redémarré en 2022 sur des Sauvignons et des Chardonnays, et on a refait une pause en 2023. Et donc, en termes d'expérience, donc là, on a parlé de la main-d'œuvre, etc., mais il y a le matériel qui est important quand on met en place. Voilà, en fait, nous, on s'est équipé avec pour la taille, ce qui était vraiment le principal, c'était une pélingue Visio aussi. Donc, voilà, ici, pour la pélingue, il faut vraiment être bien adapter son vignoble, faire des cordons unilatérales le plus possible et des cordons le plus droit possible, alignés le mieux possible et avec une bonne structure, piquet, tuteur, vraiment pour que le palissage soit très stable. Voilà, en termes de piquet. Donc, vous avez eu une expérience. Bon, on va en parler tout à l'heure des piquets, ouais. Mais avant tout, il y a l'attache du pied aussi sur voilà. le tuteur. Donc, en fait, comme on avance sur ces projets depuis quand même, ça va faire presque 10 ans, on a fait beaucoup d'essais de tuteurs dans les parcelles. On a démarré avec des tuteurs fibres, comme on peut le voir, fibres de verre, qui étaient très stables, mais on a voulu essayer un moment avec des tuteurs Galva. Et en fait, là, on est tombé sur des problématiques de torsion du tuteur. Donc, en fait, si on enfonce le tuteur sur un caillou, sur une pierre, voilà, le tuteur fibre arrive à passer à côté et se tordre et se remettre droit, alors que le Galva, s'il est tordu, il est fichu, quoi. Donc, un tuteur tordu, le cep suit ce tuteur, et dès qu'on mécanise pour faire du désherbage mécanique, c'est le cep qui casse, quoi. Donc aujourd'hui, entre les tuteurs, vraiment, moi je favorise le fibre de verre. Après, on aurait pu essayer des tuteurs bois, bambou qui sont plus écologiques, on va dire. Par contre, le bambou, on se rend compte qu'il ne tient pas dans le temps. Et en fait, moi, on a fait des essais aussi là-dessus, sur les tuteurs, de les enlever au bout d'un certain temps. On peut dire, voilà, on n'a plus besoin de tuteurs au bout de 4-5 ans. On les a supprimés et on voit que le fil en fait a fait la vague. Donc quand le fil fait la vague, pour la mécanisation, c'est beaucoup moins simple. Ouais, donc le conseil, c'est de ne pas laisser retirer le tuteur les tuteurs et mettre des tuteurs qui tiennent le temps de la durée de la vigne, quoi. Et justement, pour ce maintien là, du cordon, avec le fil aussi, vous avez eu une mauvaise expérience, vous m'avez dit que... Ouais, en fait, là, c'était pas forcément un essai qu'on voulait faire. On a changé de fournisseur de fil, parce qu'on est sur des fils Arbo, pour avoir un bon maintien du cep. Donc Arbo 3 mm, donc voilà, en fil Galva standard. Par contre, voilà, on a changé de fournisseur une fois, et on avait un fil beaucoup plus rigide. Et en fait, beaucoup plus rigide, qui dit, voilà, si on voulait le tendre, en fait, il était très cassant. Donc, c'est les problématiques avec la charge. On peut se dire, avec la charge qu'il y aura après sur ce fil, on peut rencontrer de gros problèmes, quoi. Et je crois qu'au cours de votre expérience aussi, vous avez modifié les types de piquets. Là, voilà. Christophe en a parlé, ça a été abordé déjà jusqu'à présent, l'importance des piquets. L'importance du piquet, c'est vraiment un point, un des plus importants, justement, pour une bonne structure du vignoble. En fait, on a démarré en 2016 avec des piquets bois type acacia, hein, voilà. Donc, facile à mettre en place, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est la durée de vie du piquet qui est je pense, de moins en moins longue. On est sur des piquets qui durent des fois 4, 5, 6 ans. Et donc, voilà, après, c'est beaucoup de temps à repasser pour remettre ces piquets.
Donc on est passé sur du piquet Galva. Donc on a fait des essais en fait piquet Galva, soit d'1,50 m de long, soit 1,60 m, en les espaçant plus ou moins. 1,50 m, on les met tous les 4 mètres, tous les 4 cep. Et 1,60 m, on les met tous les 5 mètres. En fait, pour avoir toujours le même ratio Galva par hectare, quoi. Masse de Galva à l'hectare. Et en fait, on se rend compte que tous les 5 mètres, avec des piquets d'1,60 m, donc plus difficile à enfoncer, parce que 10 cm de plus à mettre en terre, c'est tout de suite 10 cm de trop. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, sur ces piquets, en plus, on avait une épaisseur de Galva de 1,5 au lieu d'1,8. Et on voit que, avec le temps, avec les chocs du matériel, le piquet vrille. Et donc dans le temps, je pense que ça peut être compliqué. On peut avoir des renversements de rang avec la surface foliaire en tête, quoi. Donc vraiment favoriser soit des piquets bois, si aujourd'hui on arriverait à nous inventer des piquets qui tiennent 25-30 ans, ça serait bien. Ou alors piquet Galva, voilà, mais plus épais en Galva et avec des attaches au fil, un peu mieux que certaines attaches. Donc voilà, mais vraiment très important d'avoir du bon piquet pour ce type de vignoble. Et donc plus globalement, là, pour synthétiser et conclure là, votre expérience générale, parce que ça fait même bientôt 10 ans que vous y êtes, est-ce que vous avez 2-3 conseils généraux pour celui qui veut s'y mettre? Conseil, voilà, moi en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2019, on a planté quasiment 10 hectares, donc avec 3 cépages, Chenin, Colombard et Floréal. Donc là, en fait, on s'est rendu compte qu'on a vraiment fatigué nos équipes, parce que beaucoup de travaux, parce qu'en fait, on se dit, voilà, on va mettre la vigne en VIE, ça va être bien, on va mécaniser. Mais avant d'arriver à la mécanisation, il y a 4 années au moins à monter le cordon, faire de la taille en verre pour éviter de faire de grosses coupes. Justement, c'est l'avantage aussi du VIE, c'est de tailler la vigne en verre pour éviter des problèmes d'esca par la suite, quoi. Donc beaucoup de temps à passer à la formation du cordon et à la taille en bourgeonnage. Donc sur 10 hectares, voilà, moi j'avais une équipe à l'époque, on était 7 encore, mais il y a des tractoristes à cette période-là, des bourgeonnages, ils font des traitements, ils font autre chose. Donc 3 personnes après sur 10 hectares pour faire de la formation, c'est trop compliqué, quoi. Donc après, on s'est rendu compte aussi, avec ces vignobles, comme il y a une surface foliaire plus importante, qu'on avait des problèmes d'oïdium sur les chardonnays, donc cépage très sensible. Donc on a optimisé la pulvérisation. On est passé en fait de la pulvérisation sur 2 rangs par 2 rangs au lieu de 4 rangs au départ. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas bien à atteindre les rangs les plus espacés. On est en fait en 2,50 m, nous, en inter-rang. Et donc, pour atteindre les rangs vraiment extérieurs, on se rendait compte qu'on n'était pas top en pulvérisation. On avait des gros problèmes d'oïdium. Donc, en passant 2 rangs par 2 rangs, on met plus de temps, c'est sûr, à l'hectare. Mais par contre, on n'a plus du tout de problème de phytosanitaire. Et en fait, nous, la typicité de notre domaine, c'est qu'aujourd'hui, on a 80 hectares, donc 45 en VIE espacés en 2,50 m. Mais les autres parcelles qui sont restées en traditionnel sont plantées en 1,50 m interrang et 1,80 m. Donc en fait, nos tracteurs sont utilisés pour les 3 types de densité. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'avec des petits interlignes de 1,20 m, 1,30 m de large dans nos vignes en 2,50 m, on avait tendance à se balader un peu, on avait du mal à se caler dans le rang. Donc c'est pour ça qu'on a équipé maintenant les tracteurs de GPS, donc aussi qui facilite le chauffeur, hein, voilà, et il ne tient plus le volant, il peut se concentrer sur son matériel à l'arrière, et donc c'est une aide vraiment à prendre en compte, c'est vraiment intéressant. Ce qui est assez original dans nos vignobles. C'est vrai. C'est pas mal. Merci de ce témoignage. Merci à vous. Très intéressant d'avoir toujours le cas concret du terrain. Pour conclure, on va donner la parole à Bruno Kessler, vice-président de l'Année Vins de France, qui va nous parler plus globalement des vins de France, et on attaquera la dégustation, Bruno, ensuite. Oui, avec plaisir. Voilà.
Donc là, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour vendre du vin. Voilà, c'est d'actualité en ce moment. Et du bon vin, parce qu'un bon vin, c'est un vin qui se vend, je le dis depuis longtemps. Et donc, cette catégorie, c'est de l'innovation, vous voyez, à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche sur la partie vignoble, et ça marche. Et on voit qu'il y avait de la méfiance au début, et donc je pense que les décisions qu'on a prises avec Serge et le conseil d'administration étaient bonnes, parce que c'est un investissement, mais on a pu démontrer que ça fonctionne. Et vous verrez en plus que les vins ont un marché et qu'aujourd'hui, dire de nos membres, on pourrait plus se passer de vin de France. Alors qu'il y a quelques années, je vous rappelle juste que tout le monde disait ça va être horreur, ça va être le grand chaudron, quelle horreur. Donc on voit que la vision qu'on a eue, quelques précurseurs innovants, de dire qu'il fallait à l'époque se battre à armes égales avec les vins du Nouveau Monde, c'était ça en 2007. Aujourd'hui, tout le monde a la même problématique, que ce soit les Chiliens, les Australiens, tout le monde est dans la nasse. Mais vin de France, vous verrez à travers des performances, ça fonctionne. Donc c'est un complément. On n'a jamais joué l'opposition. C'est un complément dans la gamme qui permet de créer un espace de liberté et de la rentabilité. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et si je prends Serge, qui est producteur lui-même, il en vit. Et au Grancher, c'est pareil. Je veux dire, personne ne s'amuse à planter ce genre de vignoble juste pour faire beau. Surtout, parler de Boissé aussi, on est sur des surfaces importantes. On n'est pas à bricoler quelques hectares. Comme c'est un espace de liberté, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de nouveaux produits. C'est-à-dire que les vins oranges, on les a là. Les rouges légers, on les a là. Les effervescents, les sans-alcool, les low-alcool, du premium. Enfin, en clair, on a une palette extrêmement large, adaptée à différents types de marchés. Et donc, avec beaucoup de possibilités. On a les vins nature qui sont aussi en vin de France. Enfin bref, c'est une catégorie de liberté, de créativité à tous les étages. C'est-à-dire étage vignoble, étage vinif et étage mise en marché où on peut vraiment adapter le produit aux besoins du consommateur et surtout avec une offre simple. Vin de France est facile à comprendre pour le monde entier. Donc du coup, on voit un développement très important du nombre d'opérateurs qui rejoignent la catégorie, puisque je vous rappelle que même si on n'a pas de cahier des charges, on a des contraintes d'assurance qualité et qu'on a demandé à France Agrimaire de sous-traiter les contrôles, et donc il y a des contrôles qui sont menés dans les entreprises avec, on va dire, quelques défauts mineurs sur les étiquetages, etc. Mais là aussi, tout le monde joue le jeu et d'une façon très professionnelle. Que ce soit les caves particulières, les caves COP ou les négociants, tout se passe très bien. Il y a un vrai enthousiasme autour de la catégorie pour une raison simple, c'est que on peut s'éclater en tant que winemaker, en tant que vigneron, à faire ce qu'on veut, le style qu'on veut, comme on veut, sans rentrer dans des cahiers des charges qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Et de ce fait, on a multiplié par 2 quasiment en 14 ans le nombre d'opérateurs, puisqu'on a aujourd'hui 800 opérateurs, qui est un numéro d'opérateur, puisque je vous rappelle, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, qu'il faut qu'ils aient un numéro d'opérateur chez France Agrimaire et ils payent une petite dîme pour permettre le contrôle de l'assurance qualité, voilà, qui est surtout de la traçabilité, les bonnes pratiques d'étiquetage, etc. J'en profite pour dire qu'on a une hotline très dynamique à la Nivin et qu'on répond avec célérité à toutes les questions qui peuvent se poser. Est-ce que je peux planter ça? Enfin, tout cela. Et quand on ne sait pas au niveau technique, on demande la très bonne équipe d'Éric. Voilà. Les performances, voilà, il n'y a pas photo, comme on dit. On a vendu donc 326 millions de bouteilles à l'export. Hein, donc globalement, 326 millions de bouteilles. On est à plus 5% en valeur en France. Hein, donc tous ceux qui disaient vin de France et les vins de table, je me souviens,
Moi, j'ai toujours dit, on n'a jamais racheté le passif des vins de table. Les vins de table, c'est terminé. Et on voit maintenant des enseignes comme Système U qui font des linéaires dédiés, expérimentaux, vins de France, avec des bouteilles bien valorisées. Et donc, on est en train vraiment de créer une catégorie à valeur ajoutée, puisqu'on a des rendements libres, des nouvelles techniques culturelles. Et donc, c'est le win-to-win, comme disait la Maison Boissé, c'est-à-dire que tout le monde gagne sa vie et tout le monde est très à l'aise. Donc, aujourd'hui, 40% des vins de France sont vendus en France et 60% à l'export. Et à l'export, on a aussi un fort développement. Je vous rappelle juste, j'adore ce chiffre, que le prix moyen des vins de France départ metteur en marché, donc c'est les chiffres douane, c'est 3,39 €. En clair, quand on charge un container pour les États-Unis, en vin de France, le prix de la bouteille dans le container, c'est 3,39 €. Donc c'est une très belle valeur ajoutée. Voilà. Et on représente maintenant 16% des exportations de vins tranquilles, ce qui est considérable. Je vous rappelle qu'en 2007, nous n'existions pas et qu'on a en plus une CVO très modeste, puisqu'on a 1,10 € l'hecto. Donc là, il y a vraiment un gros travail qui a été fait par tout le monde, parce qu'il y a des résultats et une approche très différente de cela. Sur la partie cépage, entre 2014 et 2024, en 10 ans, on a fait plus 35% en volume. Voilà. Il s'en vend 7 bouteilles par seconde, donc c'est une belle performance. Les premiers marchés sont l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique. Et partout, on a des belles progressions, même en ce moment. Donc ça montre bien la pertinence de cette offre qui simplifie l'approche du vin. Vous savez que se posent beaucoup de questions mondialement. C'est-à-dire que la bière est gérée comme une catégorie, les spirites comme une catégorie, mais le vin dans le monde, c'est très compliqué pour un consommateur néophyte. Et donc, Vin de France simplifie cette offre parce que Vin de France est facile à comprendre plutôt que telle dénomination, que ce soit du Barossa, du Rico, voilà, tout ce qui a été inventé par le monde du vin est un petit peu battu en brèche par l'arrivée de produits comme la bière, les spiritueux, qui ont une approche beaucoup plus simple. Et donc, Vin de France répond bien à cette gestion de catégorie et de simplification. Voilà. J'ajoute là-dedans que le fait marquant des 2 dernières années, c'est, alors je vous invite à aller sur le site de l'Anivin de voir le travail que l'on a fait sur les cocktails. La question était super simple, comment est-ce on amène des jeunes consommateurs au vin? Donc l'enquête de terrain, c'est que dans un frigo d'un jeune, il y a à manger, il y a des sodas, il y a de la bière, mais il n'y a pas de vin. Donc il fallait ramener la bouteille de vin dans le frigo. Et donc pour amener la bouteille de vin dans le frigo, il faut que le vin serve à quelque chose. Et du coup, excellente idée de toute l'équipe, on fait du chardonnay mûle, c'est fun, et donc on a participé à pas mal de salons de mixologie. On a eu un succès incroyable, on a eu 300 personnes, Ariane ne sait plus où donner de la tête, et on a fait rentrer comme ça la bouteille de chardonnay dans le frigo des jeunes. Voilà, donc comme quoi le fait de multiplier les occasions de consommation est vraiment pour nous le moteur de la croissance de la catégorie, que ce soit sur des moments festifs, plus premium. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la catégorie est très ouverte, on a un vin pour chaque occasion et des profils adaptés. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble au niveau des dégustations. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est l'IFV et les caves qui vinifient. Voilà. Et ensuite, on m'apporte les différentes cuves. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est j'ai fait en fait des assemblages qui me paraissent le plus proche des attentes du marché. Donc, il y aura le très bon sparkling de la Maison Boissé dont on vous a parlé, là, des vins de base effervescents avec des cépages qui ont été présentés. Ensuite, en blanc,
J'ai fait un assemblage entre du chardonnay et du floréal en variété résistante. Et puis ensuite, un rosé très moderne et un rouge sur le fruit qui est adapté aussi, beaucoup de souplesse. Voilà. Donc vous verrez que non seulement on apporte de la rentabilité, mais en plus, on a des vins qui sont vraiment très modernes et très bons. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, de toute façon, on est la journée dans le site, donc on sera toujours à tout moment à vous répondre. Et puis n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées de l'interprofession, voilà, en vous remerciant encore de votre participation et merci à tous les acteurs qui ont construit cette intervention. Et merci à vous d'être venus. Merci.